L'histoire de la franc-maçonnerie est un domaine vaste et captivant, empreint de mystères, de secrets et de légendes. Elle attire l'attention depuis des siècles par son caractère insolite et son voile de confidentialité. La simple mention des francs-maçons suscite la curiosité et fait naître des associations avec des sociétés secrètes, des rites énigmatiques et des significations cachées, comme tout droit sorti des pages de romans d'aventure. Cependant, derrière cette façade romantique et mystique se cache une histoire bien réelle, que l'on peut retracer du Moyen Âge à nos jours, englobant une multitude de cultures et d'époques. Le mot « franc-maçonnerie » lui-même trouve ses racines dans la langue française et signifie littéralement « maçon ». Ce n'est nullement un hasard, mais une indication directe de l'origine de cette organisation. Au tout début de son existence, les francs-maçons étaient une communauté de maîtres bâtisseurs expérimentés qui érigeaient de majestueux châteaux, cathédrales et monastères ornant l'Europe médiévale. Ces hommes étaient unis non seulement par des intérêts professionnels communs, mais aussi par une connaissance approfondie de l'art de la construction, ainsi que par des règles de conduite strictes transmises avec soin des générations plus âgées aux jeunes apprentis, assurant ainsi la continuité du savoir-faire. Afin de protéger les secrets de leur métier des regards indiscrets, ils créèrent des unions professionnelles fermées, appelées guildes, auxquelles seuls ceux qui avaient subi un rite d'initiation et prouvé leur attachement aux valeurs communes avaient accès. Mais que s'est-il passé ensuite? Comment les guildes de construction se sont-elles transformées en cette société mystérieuse que nous connaissons aujourd'hui? Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. De nombreuses vidéos intéressantes vous attendent et nous allons continuer. Au fil du temps, une culture particulière de communication et d'interaction a commencé à se former autour de ces guildes de construction, allant bien au-delà des simples relations professionnelles. Ce n'étaient pas de simples communautés professionnelles inhabituelles, mais de véritables fraternités, dont les membres étaient liés par des obligations d'entraide, de soutien et de préservation des secrets professionnels transmis de génération en génération. Au sein de ces groupements, une hiérarchie stricte était mise en place, permettant de transmettre efficacement les connaissances et de contrôler la qualité des travaux de construction, ce qui était essentiel pour l'édification de bâtiments durables et sûrs. Chaque membre de la guilde connaissait sa place et son rôle dans l'œuvre commune, ce qui favorisait la cohésion et l'efficacité du travail. Mais combien de temps de telles communautés fermées pouvaient-elles exister dans un monde en mutation? Progressivement, l'importance des guildes de construction a commencé à changer. Vers la fin du Moyen Âge et avec l'avènement de la Renaissance, alors que la science et l'art ont commencé à se développer rapidement, la nécessité de telles associations fermées de constructeurs a progressivement diminué. La construction elle-même a perdu une partie de ses secrets professionnels, qui sont devenus de plus en plus accessibles grâce à la diffusion des connaissances et des nouvelles technologies. C'est alors que les guildes ont commencé à se transformer, en accueillant progressivement dans leurs rangs des personnes éloignées du métier de la construction, mais proches de la philosophie et des quêtes spirituelles, tels que des scientifiques, des penseurs et des représentants de l'aristocratie, intéressés par le mécénat des arts. Mais qu'ont apporté ces nouveaux membres aux anciennes guildes? Ces nouveaux membres des guildes ont apporté avec eux des idées intellectuelles et morales, insufflant une nouvelle vie aux anciennes associations et leur donnant une nouvelle direction. Ainsi, les guildes artisanales se sont progressivement transformées en une communauté tout à fait différente, désormais composée principalement de penseurs, de scientifiques et d'intellectuels, pour qui le symbolisme de la construction aidait à exprimer leurs propres réflexions philosophiques sur l'homme et la société, en l'utilisant comme un langage métaphorique. La construction réelle a progressivement cédé la place à l'allégorie, dans laquelle la pierre et les outils sont devenus des métaphores, reflétant l'aspiration de l'homme à l'amélioration intérieure, à la connaissance de soi et à la croissance morale.
Cette transition de l'artisanat pratique aux réflexions philosophiques a marqué un tournant dans l'histoire de la franc-maçonnerie. C'est cette importante transition historique de la construction pratique à l'explication philosophique et symbolique qui explique pourquoi la franc-maçonnerie a acquis un tel mystère et pourquoi ces symboles ont été entourés de nombreuses légendes et spéculations transmises de bouche à oreille. Mais pour mieux comprendre comment les artisans bâtisseurs ont pu jeter les bases d'une fraternité intellectuelle, il faut revenir à leurs origines, aux guildes de construction médiévales, qui ont constitué le noyau initial de ce phénomène étonnant. Mais que représentaient ces guildes de construction médiévale et comment fonctionnaient-elles? L'Europe médiévale était un monde où les idéaux élevés côtoyaient le travail acharné et la lutte quotidienne pour la survie. Un monde de contrastes et de contradictions. Mais c'est à cette époque, au milieu des guerres et des épidémies, de la famine et des superstitions, que sont apparues de grandioses constructions architecturales, capables de frapper l'imagination même des gens modernes, habitués aux gratte-ciel et aux solutions d'ingénierie complexes. Derrière ces majestueuses cathédrales gothiques, ces châteaux et ces monastères, se cachait le travail d'un groupe particulier de maîtres, des maçons professionnels, réunis en communautés fermées, connus sous le nom de guildes de construction. Qui étaient ces maîtres et quels secrets possédaient-ils? Les maçons du Moyen Âge possédaient un ensemble unique de compétences et de connaissances, nécessaires pour transformer un tas de pierres en un temple majestueux, digne de l'admiration des générations futures. Ils étaient à la fois ingénieurs, architectes et artistes, car ils devaient non seulement ériger des murs solides, mais aussi créer des arcs gracieux, des voûtes complexes et des ornements délicats, donnant au bâtiment un aspect unique. La maîtrise de ces arts nécessitait des années d'apprentissage et de pratique, qui étaient soigneusement protégées des regards extérieurs afin de préserver un avantage concurrentiel et d'assurer la continuité du savoir-faire. Comment s'y prenait-il? Au fil du temps, les guildes de construction sont devenues des unions professionnelles fermées, avec une hiérarchie interne stricte et un système complexe de transmission des connaissances, garantissant un niveau élevé de savoir-faire et la préservation des secrets du métier. L'apprenti entrait dans la guilde encore adolescent et étudiait le métier pendant de longues années sous la direction d'un maître expérimenté, apprenant progressivement à la fois les techniques pratiques de travail de la pierre et les bases des mathématiques, de la géométrie et de l'architecture, nécessaires à la conception et à la construction d'ouvrages complexes. Lorsque son savoir-faire atteignait le niveau requis, l'apprenti avait le droit de s'appeler compagnon. Puis, après avoir démontré ses connaissances et ses compétences lors d'un examen spécial, il pouvait devenir maître, capable de diriger des projets indépendants. Une telle hiérarchie stricte et une longue formation avaient leurs raisons. Mais lesquelles? Le métier de maçon était entouré de secrets permettant de construire des bâtiments capables de résister à l'épreuve du temps, tout en conservant leur beauté et leur solidité au fil des siècles. Ces secrets comprenaient des proportions géométriques précises, assurant la stabilité des constructions, le rapport correct des différents éléments, des recettes spéciales de mortier liant les pierres entre elles, et des méthodes uniques de traitement de la pierre, permettant de créer des façades durables et esthétiquement attrayantes. Les guildes de construction protégeaient jalousement ces connaissances au sein de leur communauté, les transmettant de génération en génération et utilisant à cette fin un système de signes secrets, de symboles et de rituels, compréhensibles uniquement des initiés et servant en quelque sorte de code professionnel. Mais que signifiaient ces symboles et ces rituels pour les maçons eux-mêmes? Le symbolisme des guildes de construction reflétait non seulement les compétences professionnelles des maîtres, mais aussi leur philosophie, leur vision du monde et les principes moraux qui définissaient leur vie et leur activité. Les trois outils les plus importants et les plus profonds en termes de signification sont devenus le compas, l'équerre et la truelle, chacun ayant sa propre interprétation unique et sa place dans le système de valeurs de la guilde.
Le compas avait une signification particulière pour les maçons, car il servait d'outil pour mesurer avec précision et construire des cercles parfaits nécessaires à la création d'arcs, de voûtes et d'autres éléments architecturaux. Mais pourquoi le cercle était-il si important pour les constructeurs médiévaux? Au sens symbolique, le compas représentait l'aspiration des maîtres à l'harmonie et à la perfection, à la création de bâtiments reflétant l'ordre et la beauté divins. Pour la conscience médiévale, le cercle a toujours été un symbole de plénitude et d'ordre divin, un symbole de perfection et d'infinité, et l'utilisation du compas dans la construction de bâtiments signifiait l'incarnation du dessein divin dans la pierre, donnant au bâtiment une signification spirituelle. Ainsi, les artisans, à travers des objets matériels, exprimaient les idéaux spirituels de leur époque, transformant la construction en une sorte d'acte religieux. Mais qu'en est-il des autres outils? L'équerre, destiné à créer des angles droits et une précision idéale dans la construction des murs, a également acquis une signification philosophique profonde, allant au-delà de la simple fonctionnalité. Dans un monde plein d'injustices, de tromperies et de déformations, les maçons percevaient l'angle droit comme une métaphore de l'honnêteté morale et de la droiture du caractère humain, comme un symbole de justice et d'incorruptibilité. À travers le symbole de l'équerre, les maîtres se rappelaient la nécessité de mener une vie fondée sur la justice et la sincérité, comme une condition nécessaire à la réussite du travail et au respect dans la fraternité, comme un gage de relations harmonieuses entre les membres de la guilde. Mais que symbolisait la truelle? Enfin, la truelle est un outil destiné à appliquer et à lisser le mortier, reliant les différentes pierres en une structure unique, solide et durable. Symboliquement, elle reflétait l'idée de fraternité, d'unité et de soutien mutuel, qui est à la base de l'existence de la guilde. Tout comme le mortier scelle les pierres, les transformant en un mur solide, capable de résister à toutes les épreuves, de même la solidarité des membres de la guilde les reliait en une seule famille professionnelle, prête à s'entraider dans les moments difficiles. La truelle exprimait l'idée d'unité dans le travail commun, de respect et de fidélité à une cause commune, comme une condition nécessaire à la réalisation d'objectifs communs et à la prospérité de la guilde. Tous ces outils, devenus des symboles, étaient utilisés dans les rituels et les traditions des guildes, soulignant leur importance et leur signification pour les membres de la communauté. Ainsi, l'activité quotidienne de construction s'est progressivement transformée en quelque chose de plus qu'un simple métier, acquérant une dimension spirituelle et philosophique. Mais comment ces symboles et ces rituels ont-ils influencé l'évolution ultérieure de la franc-maçonnerie? Au fil du temps, les corporations professionnelles, tout en préservant ces traditions, ont commencé à attirer l'attention de personnes éloignées du bâtiment, mais intéressées par leurs idées philosophiques et morales, attirées par la sagesse et la profondeur de la symbolique. C'est alors qu'a débuté la transformation progressive des communautés de bâtisseurs en une fraternité de penseurs, de philosophes et d'intellectuels, qui devinrent plus tard connus dans le monde entier sous le nom de francs-maçons, tout en conservant de nombreux symboles et rituels de leurs prédécesseurs. Mais avant que la franc-maçonnerie ne devienne un mouvement intellectuel et philosophique, les corporations de bâtisseurs devaient vivre une transition essentielle, lorsque leurs connaissances et leurs traditions dépassèrent le cercle professionnel et commencèrent à attirer des représentants de l'élite intellectuelle européenne, intéressés par l'étude des sagesses anciennes et le perfectionnement spirituel. Que s'est-il donc passé durant cette période? C'est précisément de ce moment clé de transition entre l'artisanat de construction médiévale et la fraternité philosophique que nous parlerons dans la prochaine partie de notre exposé, en dévoilant les causes et les conséquences de cet important événement historique. La transition des corporations de bâtisseurs d'un métier pratique à une communauté philosophique et intellectuelle a commencé à la fin du XVIe siècle et s'est développée le plus activement au XVIIe siècle,
à une époque de profonds changements et de bouleversements intellectuels. Durant cette période, l'Europe médiévale est entrée dans une ère de profonds changements, caractérisée par des découvertes scientifiques, des réformes religieuses et des transformations sociales. Le développement de la science, l'affaiblissement de l'influence de l'Église et l'émergence de nouvelles idées sur le monde et l'homme ont créé un terrain fertile pour de profonds changements également dans les loges maçonniques, ouvrant de nouvelles opportunités de recherche intellectuelle et de développement spirituel. Si, auparavant, les portes des corporations étaient ouvertes exclusivement aux constructeurs et architectes professionnels, désormais, des personnes de professions totalement différentes ont commencé à pénétrer de plus en plus dans leur milieu, attirés par la possibilité d'étudier les connaissances anciennes et les concepts philosophiques. Les premiers de ces nouveaux francs-maçons furent des représentants de l'élite intellectuelle, avides de connaissances et d'illumination spirituelle. Qui étaient ces personnes et qu'est-ce qui les attirait dans la franc-maçonnerie? Des philosophes, des scientifiques, des mathématiciens, des alchimistes, des médecins et des aristocrates, intéressés par les énigmes de l'univers et les mystères de la conscience humaine, ont de plus en plus tourné leur regard vers les loges maçonniques, y voyant une opportunité de communication intellectuelle et d'échange de connaissances. Ils étaient attirés par la possibilité d'étudier les questions spirituelles et morales sans la pression de l'Église et des autorités, exprimant librement leurs pensées et leurs idées au sein d'un cercle de personnes partageant les mêmes idées. Parmi ces nouveaux participants figurait le célèbre alchimiste et médecin écossais Robert Moray, le célèbre philosophe Elias Ashmole et le mathématicien et astronome écossais James Gregory, chacun apportant sa contribution au développement de la philosophie et de la symbolique maçonnique. Mais où précisément ces changements se sont-ils produits? L'un des premiers pays où a commencé la transition progressive de l'artisanat de construction à la communauté intellectuelle fut l'Écosse, connue pour ses traditions anciennes et sa riche histoire. C'est là que, déjà au XVIIe siècle, dans les loges d'Édimbourg et d'autres villes, on accueillait activement des personnes éloignées de l'activité pratique des maçons, mais intéressées par l'étude des connaissances anciennes et des concepts philosophiques. Dans ces loges, la pierre et les outils de construction se sont transformés en allégories, au moyen desquelles on discutait de problèmes philosophiques et moraux, ouvrant de nouveaux horizons pour le développement intellectuel. Comment ces allégories étaient-elles utilisées exactement? Par exemple, les loges intellectuelles écossaises accordaient une attention particulière à l'étude des textes et des légendes antiques, examinaient les questions de moralité et de perfectionnement spirituel de l'homme, s'efforçant de connaître la vérité et d'atteindre l'harmonie avec le monde. Elles discutaient activement de la manière dont le symbolisme des outils de construction pouvait être utilisé pour l'éducation morale de la personne, en formant des principes moraux élevés et des normes éthiques. Les membres des loges écossaises ne se contentaient pas de mener des conversations philosophiques. Ils créaient également une culture intérieure particulière, dans laquelle se combinaient des légendes anciennes, des idées ésotériques et des règles de conduite strictes, favorisant la croissance spirituelle et le perfectionnement de soi. Les réunions des loges se déroulaient dans un cadre clos, à l'abri des regards indiscrets, à la lumière des bougies, créant une atmosphère de mystère et de confort, entourée de symboles et de rituels hérités des anciennes traditions de construction et remplis d'un nouveau sens philosophique. C'est dans ce cadre qu'est née la tradition de l'admission de nouveaux membres par l'initiation, un rite de consécration spéciale où le candidat devait démontrer sa compréhension des idées morales et philosophiques de la loge, ainsi que sa volonté de suivre ses principes et ses idéaux. Les loges elles-mêmes se réunissaient généralement dans des locaux spéciaux, aménagés en tenant compte du symbolisme maçonnique, ou même dans des maisons privées, où, dans une atmosphère amicale et confidentielle, toutes les idées pouvaient être discutées ouvertement, sans crainte de persécution ni de censure. Qu'est-ce qui était discuté lors de ces réunions? On y lisait et discutait les œuvres de philosophes antiques, d'alchimistes médiévaux et de penseurs modernes,
échangeant des opinions et élargissant leurs horizons. Les participants pouvaient discuter des questions les plus complexes de l'existence et de la moralité, sans craindre d'être accusés d'hérésie ou de violation des normes sociales établies, ce qui était particulièrement important à une époque de conflits religieux et de répression politique. Outre l'Écosse, une transition similaire s'est activement déroulée en France, où la franc-maçonnerie a acquis une popularité particulière auprès de l'aristocratie et de l'élite intellectuelle. Mais comment la franc-maçonnerie s'est-elle développée en France? Dans les loges françaises du XVIIe siècle, les membres n'étaient pas seulement des scientifiques et des philosophes, mais aussi des représentants de la haute noblesse, aspirant à la connaissance et au développement spirituel. Parmi eux, il y avait des personnes proches de la cour royale qui considéraient l'appartenance aux loges comme une activité intellectuelle prestigieuse, soulignant leur statut social élevé et leur éducation, et leur donnant la possibilité de communiquer avec des personnes partageant les mêmes idées et d'influencer l'opinion publique. Dans ces loges françaises, les activités intellectuelles étaient complétées par des quêtes mystiques et l'étude allégorique des traditions anciennes, y compris celles liées aux ordres de chevalerie du Moyen Âge, à l'alchimie et à la Kabbale, conférant à la franc-maçonnerie un élément de mystère et d'ésotérisme. Mais un moment clé dans l'histoire de la franc-maçonnerie s'est produit ailleurs. Où et quand? Au cours de l'été 1717, à Londres, s'est produit un événement qui a changé à jamais l'histoire de la franc-maçonnerie et lui a conféré un nouveau statut et une nouvelle importance, la transformant de loges dispersées en un mouvement organisé et influent. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, des représentants de 4 loges londoniennes indépendantes se sont réunis dans la célèbre taverne Loi et le Grille et ont convenu de créer une organisation centrale unifiée qui a ensuite été nommée la Grande Loge de Londres et de Westminster, devenant le centre du mouvement maçonnique dans le monde entier. Quelle était donc cette nouvelle organisation? C'est à partir de ce moment que l'on fait remonter l'existence de la franc-maçonnerie moderne organisée, avec sa structure, ses règles et ses traditions bien définies. Auparavant, les loges maçonniques étaient de petites associations, souvent non liées entre elles, où l'on discutait de questions philosophiques et d'idées de perfectionnement moral, sans avoir de direction ni de coordination commune. Désormais, les 4 loges londoniennes, situées dans les tavernes Loi et le Grill, la Couronne, les Pommiers et la Coupe et le Raisin, ont décidé de créer une structure centralisée avec des règles, des traditions et des rituels unifiés, afin de renforcer le mouvement maçonnique et d'étendre son influence. Pourquoi était-ce si important? Cette démarche avait été mûrement réfléchie et préparée à l'avance, car les participants à la réunion comprenaient la nécessité de créer une autorité commune, capable d'organiser les activités des loges et d'accroître le prestige du mouvement maçonnique dans son ensemble, en attirant de nouveaux membres et sympathisants. Anthony Sayer, une personne ayant une bonne réputation parmi les membres des loges, mais n'occupant pas de hautes fonctions et n'ayant pas d'influence particulière dans la société, a été élu premier grand maître de la Grande Loge nouvellement formée, ce qui a permis d'éviter les conflits et les controverses lors du choix du chef. Mais est-il resté longtemps à la tête de l'organisation? Cependant, dès les premières années de son existence, la Grande Loge a rapidement attiré des représentants de l'aristocratie et de l'élite sociale anglaise, ce qui a considérablement renforcé sa position dans la société. En 1721, le duc John Montagu, une personne connue et influente à la cour royale, respectée et faisant autorité, est devenu grand maître. Sa nomination a considérablement accru l'autorité de la loge, et la participation d'aristocrates a rendu l'adhésion à celle-ci prestigieuse et à la mode parmi l'élite intellectuelle et sociale d'Angleterre, contribuant à la diffusion des idées et des principes maçonniques. Quelles étaient donc les tâches de la nouvelle organisation? L'une des tâches les plus importantes de la nouvelle organisation était d'ordonner et de fixer des règles et des normes communes à la franc-maçonnerie.
afin d'assurer l'unité et la cohérence dans les activités des différentes loges. C'est à cette époque que fut créé le célèbre système d'initiation à 3 degrés, composé des degrés d'apprentis, de compagnons et de maîtres, chacun ayant son propre rituel et symbolisme unique. Les rituels de chaque degré ont été soigneusement élaborés et remplis de contenus philosophiques, d'enseignements moraux et d'actions symboliques visant le développement spirituel et intellectuel du franc-maçon. Comment cela fonctionnait-il en pratique? Ces cérémonies étaient censées favoriser le développement spirituel et intellectuel du franc-maçon, lui enseigner les principes de la moralité et de la solidarité fraternelle, en formant des qualités morales élevées et des normes éthiques. En outre, la Grande Loge de Londres a introduit pour la première fois des documents constitutionnels communs régissant l'organisation interne de la vie des loges, définissant leur structure, leurs droits et leurs devoirs. Le plus célèbre de ces documents est celui des Constitutions des francs-maçons, écrite par James Anderson en 1723. Qui était cet homme et quelle était l'importance de son travail? Il était un ecclésiastique écossais et un membre éminent de la loge, possédant de profondes connaissances et un talent littéraire. Il a systématisé les règles et les traditions, défini les principes des relations entre les loges et les membres de la fraternité, et a posé les bases de la philosophie maçonnique en formulant les principes et les idéaux fondamentaux du mouvement. Ces constitutions sont devenues le fondement de l'ensemble du mouvement maçonnique et ont été adoptées par les francs-maçons dans de nombreux autres pays, devenant un modèle à suivre et une base pour la création de leur propre constitution. Quels ont été les résultats des activités de la Grande Loge de Londres? Grâce à son organisation et à sa structure claire, la Grande Loge de Londres a rapidement acquis une autorité non seulement en Angleterre, mais aussi au-delà de ses frontières, devenant un pôle d'attraction pour les intellectuels et les personnalités publiques. Les rangs maçonniques ont commencé à accueillir des représentants des couches supérieures de la société, d'éminents intellectuels et des figures culturelles, attirés par l'atmosphère de liberté, les idéaux d'humanisme et de tolérance qui régnaient dans les loges. Parmi ces personnes, on comptait des philosophes, des écrivains, des scientifiques et même des diplomates, qui pouvaient librement discuter des idées des Lumières et du progrès social au sein des loges maçonniques, sans craindre les persécutions ni les accusations de violation des ordres traditionnels, ce qui a favorisé la diffusion des idées maçonniques dans le monde entier. D'Angleterre, les idées maçonniques et les principes organisationnels se sont rapidement répandus dans toute l'Europe, tels des rayons de soleil pénétrant dans les coins les plus reculés du continent, touchant la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres pays, attirant dans leurs rangs un nombre croissant de partisans. En quelques décennies, des loges maçonniques ont également vu le jour en Amérique du Nord, gagnant en popularité et exerçant une influence sur la vie intellectuelle et politique de continents entiers, devenant des centres de lumière et de liberté de pensée. Ainsi, la création de la Grande Loge de Londres n'a pas été un simple événement local, important uniquement pour les francs-maçons anglais. Ce fut un moment historique essentiel, grâce auquel la franc-maçonnerie a acquis une structure moderne, des règles claires et une importance internationale, se transformant en une organisation capable d'influencer les processus culturels, politiques et philosophiques en Europe et au-delà, façonnant de nouveaux idéaux et valeurs. L'événement central dans la vie de tout franc-maçon a toujours été la procédure d'initiation, marquant son entrée dans la fraternité et le début d'un chemin de perfectionnement spirituel. Il s'agissait d'un système rigoureux, composé de 3 étapes distinctes que le candidat franchissait successivement et à intervalles réguliers, prouvant son attachement aux idéaux maçonniques et sa volonté d'en suivre les principes. Comment se déroulait ce processus? Les 3 rites n'étaient jamais effectués en une seule fois, afin de donner au candidat le temps d'assimiler les connaissances acquises et de se préparer à l'étape suivante.
La personne passait progressivement du premier grade au deuxième, et ce n'est qu'ensuite qu'elle pouvait être admise au troisième grade, le plus élevé, démontrant ainsi son assiduité et sa loyauté envers la fraternité. L'initiation de l'apprenti se déroulait dans un local de la loge soigneusement préparé, décoré selon le symbolisme maçonnique et créant une atmosphère de mystère et de solennité. Que se passait-il pendant ce rite? Le candidat, ne connaissant pas à l'avance les détails du rite, entrait dans la pièce les yeux bandés et la poitrine partiellement dénudée, ce qui symbolisait son aveuglement spirituel, son ignorance et son ouverture sincère devant les frères, sa volonté d'accepter de nouvelles connaissances et valeurs. Il était accueilli par les membres de la loge qui lui posaient une série de questions sur ses intentions, sur sa volonté de respecter les lois morales et éthiques de la fraternité, de garder ses secrets et de se perfectionner constamment, afin de s'assurer de sa sincérité et du sérieux de ses intentions. Que se passait-il après les réponses aux questions? Après avoir répondu aux questions, le candidat prêtait un serment solennel, la main posée sur la Bible ou un autre texte sacré pour lui, confirmant sa fidélité à la fraternité et sa volonté d'en suivre les principes. Ce n'est qu'après cela qu'on lui retirait le bandeau et qu'il voyait pour la première fois la décoration de la loge et les visages de ses nouveaux frères, prêts à l'accueillir dans leur famille. Que symbolisait ce moment? Ce moment symbolisait l'éveil spirituel, la sortie des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la vérité, le début d'une nouvelle étape dans la vie du candidat, où il avait la possibilité de toucher à la sagesse ancienne et de se faire de nouveaux amis et compagnons de pensée. On lui expliquait ensuite les principes de base et les objectifs de la franc-maçonnerie, on lui présentait les devoirs initiaux de l'apprenti, et on lui donnait des instructions sur la façon dont il devait se comporter dans la société et au sein de la fraternité, afin de représenter dignement les idéaux et les valeurs maçonniques. Le candidat était admis au deuxième grade quelque temps plus tard, lorsque les frères aînés étaient convaincus de son assiduité et du sérieux de ses intentions, évaluant son comportement et son attitude envers la fraternité. Comment se déroulait l'initiation du compagnon? L'initiation du compagnon était plus complexe et plus riche, axée sur le développement intellectuel et la compréhension de la philosophie de la fraternité, exigeant du candidat des connaissances approfondies et une capacité de réflexion. Au cours de la cérémonie, le candidat effectuait un voyage symbolique à travers le temple, au cours duquel il rencontrait divers obstacles et questions, exigeant de lui une capacité à réfléchir et à interpréter les symboles, afin de prouver sa maturité et sa préparation à une nouvelle croissance spirituelle. Que devait démontrer le candidat? Le compagnon devait répondre à des questions sur les devoirs de l'homme envers la société et la fraternité, sur la signification des principes moraux de la franc-maçonnerie, montrer sa compréhension du symbolisme qu'il avait étudié au premier grade afin de convaincre les frères de sa préparation à l'étape suivante. Ce n'est qu'après s'être assuré que le candidat avait assimilé les bases morales et intellectuelles que la loge l'acceptait au deuxième grade et lui donnait des instructions plus approfondies sur les tâches du compagnon. Connaître le monde et lui-même, développer sa raison et ses qualités morales, servir d'exemple aux apprentis moins expérimentés afin de devenir un membre digne de la fraternité et un citoyen utile à la société. Et que se passait-il au troisième grade, le plus important? Seuls les francs-maçons qui avaient réussi les 2 premiers grades éprouvaient leur développement spirituel et moral, démontrant leur dévouement à la fraternité et leur volonté de servir ses idéaux, étaient admis au 3e grade, le plus important, le grade de maître. Le 3e grade était le plus complexe et le plus riche en symboles, représentant une sorte de drame que les membres de la loge jouaient avec le candidat, afin d'approfondir sa compréhension des valeurs et des principes maçonniques. Que représentait ce drame? L'intrigue centrale était le chemin symbolique du légendaire maître Hiram Abif, constructeur du temple du roi Salomon,
tué pour avoir refusé de révéler les secrets de son métier, symbolisant la fidélité à ses convictions et la volonté de sacrifier sa vie pour la vérité. Le candidat vivait littéralement le destin d'Hiram sous la forme d'un spectacle rituel, afin de s'imprégner de son esprit et de comprendre la signification de son exploit. Comment le candidat vivait-il exactement ce destin? Il devait d'abord traverser symboliquement le temple, où 3 participants de la loge incarnaient des conspirateurs qui exigeaient de lui qu'il révèle les secrets du maître. Ils l'arrêtaient, exigeant qu'il révèle les secrets du maître, le menaçant et exerçant des pressions sur lui. Lorsque le candidat refusait de le faire, faisant preuve de fermeté et de fidélité à ses principes, il était symboliquement frappé, d'abord par un léger contact avec les épaules et la poitrine, puis doucement allongé sur le sol, simulant sa mort, afin qu'il ressente tout le tragique du moment. Ce moment du rite était central, symbolisant le sacrifice de soi et la fidélité à ses idéaux. Que se passait-il ensuite? Le candidat, dans un état d'impuissance totale, gisait sur le sol, vivant la mort symbolique de son ancien moi, se libérant de ses faiblesses et de ses défauts. Ensuite, les maîtres de la loge le relevaient à l'aide d'un geste rituel spécial, connu uniquement des initiés, symbolisant la résurrection d'Hiram et sa victoire sur la mort. Cette action symbolisait la résurrection spirituelle du candidat, sa nouvelle naissance non plus seulement en tant que membre de la fraternité, mais en tant que personne ayant une compréhension plus profonde de la valeur de la vie et de l'importance des principes moraux, prête à de nouveaux exploits et à servir l'humanité. Après la fin du rite, on expliquait au candidat le sens de ce qu'il venait de vivre, révélant la signification symbolique de chaque étape et de chaque action, afin qu'il puisse mieux comprendre les valeurs et les principes maçonniques. La mort n'est qu'un rappel symbolique de la fragilité de l'existence physique, du fait que tout ce qui est matériel est éphémère, et que la vraie vie et l'immortalité résident dans le développement spirituel, la fidélité au devoir et les idéaux moraux qui restent éternels et impérissables. L'achèvement du rituel du 3e grade était l'acceptation complète du candidat comme maître, la remise des insignes de distinction symbolisant son nouveau statut et l'explication des nouvelles obligations liées à la responsabilité envers les frères cadets, la loge et la société, afin qu'ils puissent représenter dignement les idéaux et les valeurs maçonniques. Mais que symbolisaient ces insignes de distinction? Les symboles de la franc-maçonnerie deviennent souvent des objets de divers mythes et théories du complot dans lesquels se mêlent d'anciennes légendes, des images religieuses et des spéculations sur un contrôle secret de l'humanité, créant autour de la franc-maçonnerie une aura de mystère et de mysticisme. Cependant, derrière chacun de ces symboles se cache une histoire concrète et un sens profond, qui est beaucoup plus intéressant que les spéculations les plus mystérieuses, révélant les principes philosophiques et moraux de la franc-maçonnerie. L'un des symboles les plus connus et les plus souvent discutés est l'œil qui voit tout, également appelé l'œil de la providence. Qu'est-ce que cela signifie? Ce symbole représente un œil, enfermé dans un triangle et entouré d'un rayonnement de lumière, créant une impression de présence divine et d'omniscience. Bien qu'il soit aujourd'hui perçu par beaucoup comme quelque chose de mystique, voire d'effrayant, lié aux sociétés secrètes et au complot, son origine est liée aux traditions les plus anciennes de l'humanité et aux conceptions religieuses. Comment ce symbole est-il apparu? Déjà dans l'Égypte ancienne, il existait un symbole similaire, l'œil d'Horus, symbolisant la protection et la sagesse divine, considéré comme une amulette et un talisman puissant. Plus tard, au Moyen Âge et à la Renaissance, l'image de l'œil a été utilisée dans l'iconographie chrétienne comme symbole du Dieu qui voit tout, observant les actions des hommes et connaissant leurs pensées et leurs intentions les plus secrètes. Quelle interprétation les francs-maçons ont-ils adoptée? Les francs-maçons ont adopté précisément cette interprétation chrétienne du symbole, y voyant l'idée d'un contrôle moral supérieur, rappelant la nécessité de suivre des principes moraux
et d'être honnête envers soi-même et envers les autres. L'œil de la Providence sur les murs des loges devait constamment rappeler aux membres de la fraternité que leurs actions sont toujours observées par une puissance supérieure, ce qui signifie que chaque franc-maçon a une responsabilité morale pour ses actes et doit s'efforcer de se perfectionner. Et que signifie le pavement mosaïque? Un autre symbole important, devenu l'un des éléments centraux de la décoration des loges maçonniques, est le pavé mosaïque, composé d'une alternance de carreaux noirs et blancs, créant un effet visuel de dualité et de contraste. Ce symbole remonte aux représentations les plus anciennes du monde comme une arène éternelle de la lutte entre les forces opposées, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, l'ordre et le chaos. Mais en franc-maçonnerie, il a acquis une signification encore plus profonde, reflétant la complexité de la vie humaine et la nécessité d'un choix constant. Que symbolise donc le pavé mosaïque pour un franc-maçon? Le pavé mosaïque, pour un franc-maçon, symbolise non seulement la lutte des contraires, mais aussi la vie humaine elle-même, faite de choix constants et de décisions morales, dont chacune a ses conséquences. Le franc-maçon, debout sur un tel sol pendant les cérémonies, doit se rappeler que sa vie est une succession de décisions, chacune pouvant faire pencher la balance du côté du bien ou du mal, ce qui exige de lui sagesse et discernement. C'est un rappel de l'importance du choix moral et de la responsabilité des conséquences de ses actes, ainsi que de la nécessité de rechercher l'harmonie et l'équilibre dans sa vie. Et que dire des colonnes Boaz et Jachin? Tout aussi significatives dans le symbolisme maçonnique sont les deux célèbres colonnes Boaz et Jachin, empruntées à l'ancienne tradition de la construction du premier temple du roi Salomon à Jérusalem, symbolisant sa grandeur et sa signification spirituelle. Selon le récit biblique, ces colonnes étaient placées devant l'entrée du temple et symbolisaient la stabilité et la force, ainsi que la sagesse et l'harmonie, servant de rappel de la présence et de la protection divine. Mais quel sens les francs-maçons leur attribuaient-ils? Pour les francs-maçons, les colonnes ont pris un sens philosophique, désignant les deux aspects de l'existence humaine, matérielle et spirituelle, nécessaires à la réalisation de l'harmonie et de l'unité. Boaz, situé à gauche, signifie la stabilité physique, la capacité de l'homme à résister aux difficultés et aux épreuves de la vie, tout en conservant sa force d'esprit et sa foi en ses idéaux. Que symbolise la colonne Jachin? Jachin, situé à droite, symbolise la croissance intellectuelle et spirituelle, la quête de la sagesse et de la perfection intérieure, qui aide de l'homme à comprendre le sens de la vie et à atteindre l'harmonie avec lui-même et le monde qui l'entoure. Les colonnes rappellent à chaque franc-maçon qu'une vie harmonieuse est impossible sans une combinaison du spirituel et du matériel, de la raison et de la volonté, sans une quête de la connaissance et du perfectionnement de soi. Que dire de la pyramide avec l'œil? Enfin, l'une des figures les plus reconnaissables et les plus énigmatiques du symbolisme maçonnique est la pyramide, souvent représentée avec un œil omniscient, créant une impression de force mystique et de savoir secret. Beaucoup associent ce symbole aux anciennes constructions égyptiennes et aux pratiques occultes, lui attribuant diverses propriétés magiques et significations ésotériques. Cependant, la signification réelle de la pyramide pour les francs-maçons réside ailleurs, reflétant leurs principes philosophiques et spirituels. Que signifie-t-elle donc? La pyramide est une allégorie de l'ascension spirituelle de l'homme, de son... Malgré le sens philosophique profond des rituels et du symbolisme maçonnique, des mythes tenaces se sont formés autour de la fraternité pendant plusieurs siècles, accusant les francs-maçons d'occultisme et même de satanisme, créant autour d'eux une aura de mystère et de sinistre. Ces accusations ne sont pas apparues par hasard et sont liées aux particularités de la fraternité maçonnique, à son caractère clos, au mystère de ses rituels, ainsi qu'à l'incompréhension de leur sens réel par le grand public,
enclins aux spéculations et aux fantasmes. Pour comprendre l'origine de ces légendes, il faut se tourner vers l'histoire et examiner les facteurs qui ont contribué à leur naissance et à leur diffusion. Quels sont donc ces facteurs? Les premiers soupçons selon lesquels les francs-maçons seraient liés à l'occultisme sont apparus dès le XVIIIe siècle, lorsque la fraternité s'est activement répandue en Europe, attirant de plus en plus de partisans et suscitant des craintes chez les forces conservatrices. Les loges maçonniques tenaient des réunions à huis clos, loin des regards indiscrets, et leurs membres gardaient un secret rigoureux sur leurs rituels et leur organisation interne, afin d'éviter les persécutions et de préserver leur indépendance. Pour les non-initiés, un tel secret semblait suspect, voire effrayant, donnant naissance à diverses rumeurs et spéculations. Pourquoi ce secret suscitait-il des soupçons? Dans la société de l'époque, toute communauté fermée aux rites incompréhensibles suscitait automatiquement l'inquiétude et devenait l'objet de spéculations, surtout si elle était liée à l'élite intellectuelle et à l'aristocratie. Les gens avaient tendance à combler les lacunes de leurs connaissances avec des histoires fantastiques et souvent effrayantes, attribuant aux francs-maçons divers méfaits et complots. L'Église catholique, en particulier, s'est activement opposée aux francs-maçons, qu'elle considérait comme des concurrents et des adversaires idéologiques, menaçant son pouvoir et son influence. Comment l'Église a-t-elle combattu la franc-maçonnerie? Déjà en 1738, le pape Clément XII a publié un document dans lequel les francs-maçons étaient déclarés hors la loi et leurs assemblées qualifiées d'hérétiques, sapant les fondements de la foi chrétienne. L'Église affirmait que les francs-maçons pratiquaient des rituels secrets antichrétiens, rejetaient l'ordre divin et cherchaient à détruire les fondements traditionnels de la société en répandant des idées de liberté et d'égalité. Ce document a largement influencé la perception des francs-maçons en Europe, donnant naissance à de nombreuses rumeurs et accusations selon lesquelles les loges pratiqueraient la magie, les messes noires et d'autres pratiques interdites nuisant à la société. Et comment se sont répandues les rumeurs de satanisme? Les rumeurs de satanisme dans la franc-maçonnerie se sont considérablement intensifiées au XIXe siècle, lorsque l'Europe est entrée dans l'ère du romantisme, qui s'est accompagnée d'un intérêt accru pour la mystique et les connaissances occultes, créant un terrain fertile pour la propagation de diverses rumeurs et spéculations. C'est précisément à cette époque qu'est apparu l'écrivain français Léo Taxil, qui a joué un rôle particulier dans la formation des idées sur la franc-maçonnerie comme un culte satanique, en publiant une série de livres et d'articles sensationnels. Qu'a-t-il écrit? Dans les années 1880, Taxil a publié une série de livres et d'articles dans lesquels il affirmait que les loges maçonniques adoraient secrètement Lucifer, pratiquaient d'horribles rituels sataniques et tramaient des complots contre le christianisme et la société, aspirant à la domination mondiale. Ses œuvres ont connu une immense popularité, ont été traduites dans de nombreuses langues et ont fait sensation, attisant l'intérêt du public pour la franc-maçonnerie tout en suscitant la peur et la méfiance. Taxil a-t-il avoué sa supercherie? Plus tard, Léo Taxil a publiquement avoué que ces histoires étaient falsifiées et que l'ensemble du projet avait été initialement conçu par lui comme un canular destiné à se moquer de l'Église catholique et de ses superstitions, dénonçant son obscurantisme et son fanatisme. Cependant, cette dénonciation n'a pas complètement détruit les mythes qui s'étaient déjà enracinés dans la conscience de millions de personnes, alimentés par leurs peurs et leurs préjugés. Ces histoires ont continué à vivre leur propre vie, soutenues par des complotistes, des écrivains et des partisans de la théorie du complot, trouvant sans cesse de nouveaux adeptes. Y avait-il d'autres sources de mythes? Une autre source de mythes sur le lien entre les francs-maçons et l'occultisme et le satanisme a été certains ordres secrets du XIXe siècle, qui pratiquaient effectivement des rituels mystiques et occultes, tout en empruntant certains éléments du symbolisme maçonnique, créant la confusion et renforçant les soupçons. Par exemple,
Le célèbre Ordre de l'Aube dorée, apparu en Angleterre en 1888, utilisait activement des éléments rituels maçonniques, bien qu'ils ne soient pas directement liés à la franc-maçonnerie elle-même, induisant en erreur les non-initiés. Comment cela a-t-il influencé l'opinion publique? Dans la conscience publique, de telles organisations ont commencé à être confondues avec de véritables loges maçonniques, renforçant le mythe selon lequel les francs-maçons pratiquent la magie occulte et des rites secrets, attirant dans leur rang des sorciers et des magiciens. Au XXe siècle, la situation a été encore aggravée par diverses théories du complot, en particulier après la publication du livre « Les protocoles des sages de Sion », devenu l'un des faux les plus connus et les plus scandaleux de l'histoire. Qu'affirmaient les protocoles? Il s'agissait d'un faux document qui liait les francs-maçons à un complot mondial visant à établir une domination mondiale et à détruire les valeurs traditionnelles. En conséquence, l'image des francs-maçons, en tant que conspirateurs secrets, est devenue fermement associée à quelque chose de sombre et de sinistre, suscitant la peur et la haine. Comment ces mythes ont-ils été utilisés par les régimes totalitaires? À la même époque, certains régimes totalitaires d'Europe, notamment l'Allemagne nazie, ont utilisé ces mythes pour justifier la persécution des francs-maçons, les présentant comme des ennemis secrets de la société et de l'État, cherchant à saper l'unité nationale et à détruire la race aryenne. Ainsi, les légendes sur le satanisme et l'occultisme dans la franc-maçonnerie n'ont jamais été basées sur des faits réels, mais se sont formées en raison d'une combinaison de plusieurs facteurs, créant une fausse image de la fraternité. Quelles sont donc les principales raisons de l'émergence de ces mythes? Les légendes sur le satanisme et l'occultisme dans la franc-maçonnerie n'ont jamais été basées sur des faits réels, mais se sont formées en raison d'une combinaison de plusieurs facteurs. Le caractère clos de la fraternité, les luttes religieuses et politiques, ainsi que les mystifications délibérées de certains auteurs et organisations cherchant à atteindre leurs propres objectifs. Malgré de nombreuses révélations, ces mythes continuent d'exister dans la conscience collective aujourd'hui, alimentant l'intérêt pour la franc-maçonnerie tout en générant l'incompréhension et la peur à son égard, empêchant une évaluation objective de sa contribution au développement de la société. Comment les francs-maçons ont-ils influencé la société? Dès le début de son apparition, la franc-maçonnerie a attiré l'attention de personnes qui aspiraient non seulement à une croissance spirituelle personnelle. L'un des exemples les plus frappants et les plus significatifs de l'influence de la franc-maçonnerie sur l'histoire mondiale a été la Révolution américaine, au cours de laquelle les colonies d'Amérique du Nord ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne et ont formé les États-Unis d'Amérique, devenant un exemple pour d'autres pays et peuples. De nombreux pères fondateurs de l'Amérique étaient des membres actifs des loges maçonniques, partageant les mêmes idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, et utilisaient leurs relations pour atteindre des objectifs politiques. Qui étaient donc ces francs-maçons? George Washington, premier président des États-Unis, non seulement était lui-même franc-maçon, mais il affichait ouvertement son appartenance à la fraternité. Il a personnellement accompli le rituel maçonnique de la pose de la pierre angulaire du Capitole en 1793, symbolisant l'importance de la construction d'un nouvel État sur des fondations solides. Un fait peu connu, mais intéressant. Ce jour-là, Washington portait un tablier maçonnique traditionnel, orné de symboles de la fraternité, et la cérémonie était accompagnée de gestes symboliques et de la lecture de textes spéciaux, soulignant l'importance d'un nouvel État fondé sur les principes de fraternité et d'égalité, créant une atmosphère d'unité et de solennité. Quels autres personnages importants étaient francs-maçons en Amérique? Le rôle de Benjamin Franklin a été tout aussi important. Non seulement il a contribué à la création de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, mais il a aussi activement utilisé ses relations dans les cercles maçonniques français pour obtenir le soutien des alliés européens.
C'est grâce aux efforts diplomatiques de Franklin dans les loges françaises que les États ont reçu un soutien crucial de la France sous forme d'armes, de flottes et d'argent, sans lequel la victoire dans la guerre d'indépendance aurait été impossible. Franklin jouissait d'un immense respect parmi les francs-maçons européens et a même participé aux travaux de la célèbre loge parisienne des Neuf Sœurs, où il a été personnellement accueilli avec des honneurs dignes d'un roi, soulignant sa contribution à la diffusion des idées et des principes maçonniques. Quelle a été l'influence de la franc-maçonnerie sur la Révolution française? Un autre exemple frappant de l'influence de la franc-maçonnerie sur la politique est la Révolution française de 1789, qui a conduit au renversement de la monarchie et à l'établissement d'une république, proclamant de nouveaux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Parmi ses dirigeants, on comptait de nombreux francs-maçons, tels que le comte de Mirabeau, Georges Danton et le marquis de Lafayette, qui ont joué un rôle clé dans l'organisation et le déroulement de la Révolution. C'est Lafayette, héros de 2 révolutions, qui est devenu l'une des figures centrales, rassemblant autour de lui des nobles et des bourgeois libéraux aspirant à des changements politiques. Quel rôle Lafayette a-t-il joué? Il était membre de la loge Saint-Jean de Jérusalem à Paris, où l'on discutait activement des idées de monarchie constitutionnelle et de liberté civile, où l'on élaborait des plans de réforme et des stratégies de lutte contre l'absolutisme. De plus, les loges maçonniques étaient l'un des rares endroits où des représentants de différentes couches de la société française pouvaient parler ouvertement de la nécessité de changements radicaux, sans crainte de persécution ou de censure, contribuant ainsi à façonner l'opinion publique et à diffuser les idées révolutionnaires. Cela a eu une influence considérable sur le fait que les idées de liberté, d'égalité et de fraternité sont devenues la devise officielle de la Révolution, incitant les gens à lutter pour leurs droits et leur liberté. Comment la franc-maçonnerie a-t-elle influencé l'Amérique latine? La lutte pour l'indépendance des pays d'Amérique latine au début du XIXe siècle, lorsque la région s'est libérée du joug colonial et a formé des États indépendants, est un exemple important de l'influence de la franc-maçonnerie. La figure centrale était le légendaire Simón Bolívar, qui a libéré le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie de la domination espagnole, devenant un héros national et un symbole de la lutte pour la liberté. Où Bolívar est-il devenu franc-maçon? C'est à Londres, en 1803, que Bolívar a rejoint une loge maçonnique où il a découvert les idées européennes progressistes de liberté et d'égalité qui l'ont inspiré à lutter pour la libération de l'Amérique latine. Plus tard, il a activement utilisé le réseau de relations maçonniques pour obtenir le soutien de révolutionnaires sur tout le continent, organisant des soulèvements et coordonnant les actions des rebelles. Les loges maçonniques d'Amérique latine sont devenues des centres de planification des soulèvements, permettant à des personnes de différentes nationalités et de différents statuts sociaux de s'unir dans une lutte commune contre le colonialisme, les rassemblant autour d'idéaux et d'objectifs communs. Comment Bolívar a-t-il utilisé le réseau maçonnique? Ainsi, grâce au réseau maçonnique, Bolívar a réussi à créer une large coalition internationale de partisans de l'indépendance qui a joué un rôle clé dans la libération de l'Amérique latine de la domination espagnole. Les francs-maçons ont également joué un rôle clé dans l'unification de l'Italie, qui a longtemps été divisée en de nombreux petits États. Quel rôle Garibaldi a-t-il joué? Giuseppe Garibaldi lui-même, révolutionnaire légendaire et héros national italien, ne cachait pas son appartenance aux loges maçonniques et en était fier, voyant dans la franc-maçonnerie une source d'inspiration et de force. En 1864, Garibaldi a même été élu grand maître de l'Orient d'Italie, ce qui témoigne de son influence et de son autorité auprès des francs-maçons italiens. Comment Garibaldi a-t-il utilisé la franc-maçonnerie? Grâce à cela, il a pu unir des groupes disparates de révolutionnaires et de libéraux dans tout le pays, coordonnant leurs actions et orientant leurs efforts vers la réalisation d'un objectif commun.
Il existe des preuves que Garibaldi et ses partisans utilisaient spécialement des symboles et des rituels maçonniques pour renforcer l'esprit révolutionnaire et l'unité de leurs soldats, les rassemblant autour d'idéaux et de valeurs communs. En conséquence, l'Italie a acquis son indépendance nationale et est devenue un État unifié, grâce aux efforts de Garibaldi et de ses compagnons. Qu'en est-il de la Grande-Bretagne ? En Grande-Bretagne, les francs-maçons ont également influencé activement les processus politiques et sociaux des XVIIIe et XIXe siècles, occupant des postes importants au sein du gouvernement et de la société. On sait que Winston Churchill, futur Premier ministre de Grande-Bretagne, a été initié dans une loge maçonnique en 1901, bien qu'il ne soit pas devenu un membre particulièrement actif, ce qui ne diminue toutefois pas l'importance de la franc-maçonnerie dans l'histoire britannique. Que faisaient les francs-maçons en Grande-Bretagne? Auparavant, au XIXe siècle, les loges maçonniques britanniques ont activement contribué aux réformes dans l'éducation, la bienfaisance et l'aide sociale, créant des écoles et des refuges pour les pauvres, aidant les nécessiteux et contribuant au développement de la société. Ainsi, la franc-maçonnerie n'a jamais été la main qui dirige secrètement le monde, comme l'affirment les théoriciens du complot, construisant leurs théories sur des spéculations et des préjugés. Qu'était donc réellement la franc-maçonnerie? En réalité, elle offrait aux personnes influentes une plateforme intellectuelle sur laquelle étaient discutées et façonnées des idées capables de changer la société, contribuant au développement de la démocratie, de l'humanisme et de la justice sociale. Grâce à ces idéaux élevés, tels que l'égalité, la fraternité et l'humanisme, la franc-maçonnerie a joué un rôle important dans de nombreux événements historiques, influençant l'histoire du monde. Quels sont donc les principaux accomplissements des francs-maçons? Grâce à ces idéaux élevés, tels que l'égalité, la fraternité et l'humanisme, la franc-maçonnerie a joué un rôle important dans de nombreux événements historiques, de la Révolution américaine à la lutte pour l'indépendance de l'Amérique latine et à l'unification de l'Italie, exerçant ainsi une influence tangible et durable sur le développement de l'histoire mondiale, contribuant à la formation de nouvelles valeurs et de nouveaux idéaux. Mais pourquoi y a-t-il tant de mystères et de conspirations autour de la franc-maçonnerie? Peut-être aucune société secrète dans l'histoire n'a été soumise à autant de spéculations et d'accusations de conspiration que les francs-maçons, qui sont devenus l'objet de nombreuses théories et spéculations. Dès le début de leur histoire, ils se sont retrouvés au centre des théories du complot les plus incroyables, qui n'ont souvent rien à voir avec la réalité. Quelle est la raison d'une telle popularité des théories du complot sur les francs-maçons? La première vague sérieuse de soupçons concernant un complot mondial des francs-maçons est apparue peu après la Révolution française, qui a ébranlé les fondements de la société européenne et suscité la peur et la méfiance à l'égard de toute organisation secrète. Dans l'Europe du XVIIIe siècle, secouée par des changements radicaux et le chaos, il était nécessaire d'expliquer un bouleversement aussi brutal, non par de simples raisons historiques, mais par l'influence de forces secrètes visant à détruire l'ordre traditionnel. C'est ainsi qu'est née la version populaire à l'époque d'Augustin Baruel, qui, dans son livre « Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme », affirmait que la Révolution était le résultat d'un complot conscient des francs-maçons, des Lumières et des Jacobins, unis pour atteindre leurs objectifs. Qu'affirmait Baruel? Baruel affirmait que les loges préparaient spécifiquement des sentiments révolutionnaires afin de détruire les institutions traditionnelles du pouvoir et la religion, semant le chaos et l'anarchie dans la société. Le livre est devenu un best-seller et ses thèses se sont rapidement répandues en Europe, façonnant une image durable des francs-maçons en tant que révolutionnaires conspirateurs visant à la domination mondiale. Quel rôle la mystification de Léo Taxil a-t-elle joué?
Un autre épisode marquant de l'histoire des mythes maçonniques est la fameuse mystification de Léo Taxil, un écrivain français qui, par ses écrits, a porté un coup dur à la réputation de la franc-maçonnerie. Taxil, ancien anticlérical, puis revenu au catholicisme, a décidé de discréditer les francs-maçons, les présentant dans ses livres comme des satanistes et des adorateurs de Lucifer, vénérant les forces du mal. Qu'a inventé Taxil? Il a inventé une organisation secrète, le Palladium, qui était censé diriger toutes les loges du monde et adorer les forces du mal, répandant ses idées dans le monde entier et recrutant de nouveaux membres. Ces histoires fantastiques ont été prises au sérieux même par le Vatican et imprimées à des centaines de milliers d'exemplaires, provoquant le choc et l'indignation dans la société. Taxil a-t-il avoué la supercherie? Cependant, en 1897, Taxil a publiquement avoué que tout cela était une invention et une mystification grandiose, démasquant ses propres écrits et provoquant un scandale dans la société. Néanmoins, le dommage à la réputation de la franc-maçonnerie était déjà fait, et l'idée des francs-maçons satanistes s'est longtemps ancrée dans l'esprit du grand public, alimentant les peurs et les préjugés. Comment les protocoles des sages de Sion ont-ils influencé l'image des francs-maçons? Comme nous le savons déjà, au début du XXe siècle, une autre mystification non moins retentissante est apparue, les protocoles des sages de Sion, devenus l'un des faux les plus connus et les plus dangereux de l'histoire. Ce faux document décrivait un programme secret de domination mondiale, dans lequel des conspirateurs juifs et maçonniques cherchaient à détruire les États traditionnels, les monarchies, et à établir leur domination, asservissant tous les peuples. Qu'est-il arrivé à ce document? Bien qu'il ait été officiellement reconnu comme un faux dès 1921, le document a été activement utilisé par divers mouvements antisémites et antimaçonniques, y compris la propagande nazie, pour inciter à la haine et persécuter les francs-maçons. Cela a encore renforcé l'image des francs-maçons comme une organisation secrète cherchant à contrôler le monde, suscitant la peur et la méfiance à leur égard. Cela correspond-il à la réalité? Il est intéressant de noter que le mythe d'une direction maçonnique mondiale unifiée, un soi-disant gouvernement mondial, ignore complètement la structure réelle de la franc-maçonnerie, qui n'a rien à voir avec la réalité. Les loges n'ont jamais été subordonnées à un centre international unique. Il n'a jamais existé de chef suprême de la franc-maçonnerie qui dirigerait les actions des francs-maçons du monde entier, ce qui rend toutes les théories sur un gouvernement mondial absurdes. Comment la franc-maçonnerie est-elle réellement organisée? Au contraire, les organisations maçonniques ont toujours conservé leur autonomie et leur indépendance, et étaient parfois même en conflit les unes avec les autres en raison de différences de vues ou d'intérêts, sans avoir un objectif ou une stratégie commune. Cela contredit totalement l'idée d'un gouvernement maçonnique mondial coordonnant les événements sur la planète, et confirme que toutes les théories du complot ne sont que pure invention. Que peut-on dire de l'influence des francs-maçons sur les révolutions? Le mythe répandu selon lequel les francs-maçons contrôlaient entièrement les révolutions est également loin de la réalité historique et n'est confirmé par aucun fait. Bien que de nombreuses figures révolutionnaires aient effectivement appartenu à des loges, cela ne signifiait pas que les organisations maçonniques elles-mêmes dirigeaient les révolutions, en guidant leur cours et en définissant leurs objectifs. Quel rôle les loges maçonniques ont-elles joué dans les révolutions? Les loges servaient plutôt de plateformes intellectuelles commodes où les idées progressistes et révolutionnaires pouvaient librement se diffuser et être débattues, contribuant à la formation de l'opinion publique et à la diffusion de points de vue avancés. Mais les événements révolutionnaires eux-mêmes n'ont jamais été préparés ou dirigés de manière centralisée par un quelconque état-major maçonnique, car ils étaient le résultat de processus sociaux et politiques complexes. Existait-il une unité parmi les francs-maçons? Au contraire, parmi les francs-maçons,
on pouvait trouver simultanément des révolutionnaires et des conservateurs, s'opposant vivement à tout changement, avec des opinions et des convictions différentes. Par exemple, pendant la Révolution française, les francs-maçons comprenaient à la fois des partisans de la monarchie constitutionnelle et des républicains radicaux, qui étaient engagés dans une lutte acharnée les uns contre les autres, poursuivant des objectifs différents. Pourquoi les théories du complot sur la franc-maçonnerie sont-elles si répandues? La raison de la large diffusion des théories du complot sur les francs-maçons est simple. Les gens essaient toujours d'expliquer des événements historiques complexes à l'aide de schémas clairs et simples, préférant rechercher une force cachée unique plutôt que de reconnaître la nature chaotique de l'histoire humaine, qui nécessite une analyse plus approfondie. La franc-maçonnerie, avec son secret et ses rituels mystérieux, était parfaitement adaptée à ce rôle, surtout en période de crise et d'incertitude, devenant un objet commode pour les accusations et les soupçons. Comment s'est déroulée l'histoire de la franc-maçonnerie en Russie? Si en Europe, la franc-maçonnerie est devenue l'objet de théories du complot et de soupçons conspirationnistes immédiatement après les grandes révolutions, en Russie, son histoire a évolué de manière quelque peu différente, avec ses propres particularités et distinctions. Les francs-maçons russes n'ont jamais créé de gouvernement secret, ni été à l'origine de soulèvements massifs, cherchant à opérer des changements politiques. Au contraire, les francs-maçons russes du XVIIIe siècle étaient étroitement liés aux cercles éclairés de la société, occupant souvent des postes élevés à la cour impériale et bénéficiant du patronage des autorités. Comment les monarques russes considéraient-ils les francs-maçons? Cependant, l'attitude des monarques russes envers les francs-maçons a considérablement varié en fonction de la personnalité de l'empereur et de l'atmosphère politique du pays, subissant tantôt le soutien, tantôt la persécution. La franc-maçonnerie a pénétré en Russie sous Pierre le Grand, mais son apogée a commencé sous le règne de Catherine II, surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsque les loges maçonniques sont devenues des centres de la vie intellectuelle et de la bienfaisance. Comment Catherine II considérait-elle les francs-maçons? L'impératrice Catherine elle-même n'a jamais appartenu personnellement à des loges maçonniques et les considérait avec une certaine suspicion, craignant leur influence sur la société et une éventuelle menace pour son pouvoir. Cependant, parmi ses proches, il y avait de nombreux francs-maçons haut placés qui exerçaient une influence considérable sur la vie sociale et culturelle, contribuant à la diffusion d'idées et de valeurs avancées. Par exemple, l'un des francs-maçons influents à la cour était le prince Alexandre Mikhailovitch Golitsyn, qui occupait d'importantes fonctions publiques et bénéficiait de la confiance personnelle de l'impératrice, ce qui lui permettait d'influer sur la prise de décision. Il participait non seulement au travail des loges, mais favorisait également la diffusion des idées des Lumières dans la société russe, soutenant le développement de la science et de l'art. Qui d'autre faisait partie de l'entourage de l'impératrice? À cette époque, les loges maçonniques rassemblaient la fleur de la noblesse russe, des aristocrates et dignitaires influents aux éminents littérateurs et intellectuels, aspirant à la connaissance et au développement spirituel. L'une des loges russes les plus célèbres et les plus respectées était la loge 3 étoiles, créée à Saint-Pétersbourg et jouissant d'une grande influence dans la société. Parmi ses membres figuraient des personnalités aussi connues que le journaliste et éditeur Nikolai Ivanovitch Novikov, le sénateur et homme politique Ivan Perfilievitch Elaguine, l'écrivain Alexandre Nikolaïevitch Radishchev et bien d'autres, qui ont laissé une empreinte notable dans l'histoire de la Russie. Quels étaient les objectifs des francs-maçons russes? Une caractéristique importante des francs-maçons russes était leur orientation non pas vers la révolution, mais vers le développement spirituel et moral de la société, l'amélioration de la vie des gens et la diffusion de l'instruction. Les membres des loges étaient activement engagés dans des œuvres de bienfaisance, ouvraient des imprimeries et des bibliothèques, publiaient des revues et des livres, propageant les idées de développement moral personnel,
d'instruction et d'utilité publique, aspirant à l'harmonie et à la prospérité de la Russie. Que faisait Novikov? Un exemple particulièrement frappant de l'influence des francs-maçons en Russie est l'activité de Nikolai Ivanovitch Novikov, un éminent éducateur et personnalité publique qui a apporté une immense contribution au développement de la culture russe. Étant un fervent partisan de l'instruction, il a ouvert une imprimerie et mis en place l'édition de revues et de livres, diffusant les idées avancées de l'époque, familiarisant les lecteurs russes avec les réalisations de la science et de la culture mondiale. Qu'est-ce que Novikov publiait? Grâce à Novikov, les œuvres des philosophes des Lumières françaises, les livres sur les sciences naturelles, l'économie et la philosophie sont apparus massivement en Russie, enrichissant la pensée intellectuelle russe et contribuant à la formation de vues progressistes. Catherine la Grande a d'abord été favorable à cette activité, y voyant un moyen d'éduquer la société, mais elle s'est vite inquiétée, remarquant la rapidité avec laquelle se répandaient des idées susceptibles de saper le régime monarchique traditionnel, menaçant ainsi son pouvoir. Qu'est-il arrivé à Novikov? En conséquence, Novikov a été arrêté en 1792. Son imprimerie a été fermée et l'activité des loges maçonniques est passée sous le contrôle étroit des autorités, limitant leur liberté et leurs possibilités. Avec l'arrivée au pouvoir de l'empereur Paul Ier en 1796, l'attitude du trône russe envers les francs-maçons a radicalement changé, ce qui a entraîné de nouvelles répressions et restrictions. Comment Paul Ier considérait-il les francs-maçons? Paul était enclin à voir dans toute organisation secrète une menace à la stabilité de son règne et de l'ordre politique, craignant leur influence sur la société et un éventuel lien avec les mouvements révolutionnaires. Craignant l'influence des idées révolutionnaires de la Révolution française, il a interdit l'activité de toutes les loges maçonniques en 1798, et l'interdiction était sévère et globale, ne laissant aucune échappatoire aux francs-maçons. Quelle punition attendaient les francs-maçons? Les francs-maçons, qui occupaient auparavant des postes élevés, ont été contraints de renoncer publiquement à leur appartenance aux loges, et les contrevenants risquaient des sanctions sévères, allant de la perte de leurs privilèges et de leur position sociale à l'exil et à l'emprisonnement. Cette politique répressive a porté un coup dur à la franc-maçonnerie russe, la forçant à se retirer dans la clandestinité et à cesser son activité publique pendant un certain temps. La franc-maçonnerie a-t-elle vraiment disparu après l'interdiction? Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, bien que n'ayant pas formellement appartenu à des loges maçonniques, était étroitement lié à des personnes qui participaient activement à leurs activités, influençant la formation de sa vision du monde et de sa méthode créative. Les idées maçonniques ont eu une influence significative sur la vision du monde du poète et se sont reflétées dans son œuvre, imprégnant ses œuvres d'un esprit de liberté et d'humanisme. Avec qui Pouchkine était-il en contact? En particulier, ses relations étroites avec les décembristes, dont beaucoup étaient francs-maçons et partageaient des opinions libérales aspirant à des changements politiques en Russie, sont bien connues. La communication avec eux a contribué à la formation des opinions libérales de Pouchkine et s'est manifestée dans ses œuvres telles que Eugène Onéguine et Boris Godounov, où il soulevait des questions de liberté, de moralité et de responsabilité de l'individu envers la société. Comment les idées maçonniques se sont-elles reflétées dans l'œuvre de Pouchkine? De plus, sa poésie était imprégnée de réflexions sur la liberté, la moralité et le rôle de l'individu dans l'histoire, des thèmes clés qui étaient débattus dans les cercles maçonniques de l'époque, contribuant à la formation de l'opinion publique et à la diffusion d'idées avancées. Un autre représentant notable de la franc-maçonnerie dans la culture russe était Alexandre Fyodorovitch Labzine, philosophe, écrivain et éditeur, qui a activement promu les idées d'instruction et de perfectionnement moral, contribuant au développement de la culture et de l'éducation russe. Qu'est-ce que Labzine publiait? Dans les années 1810,
il a publié la revue Le Messager de Sion, qui est devenu le centre de la vie spirituelle de la société russe de cette époque, attirant l'attention des penseurs et personnalités publiques les plus avancés. Des articles philosophiques, des traductions de penseurs étrangers et des documents directement liés à la philosophie maçonnique étaient publiés dans les pages de la revue, familiarisant les lecteurs avec les réalisations de la science et de la culture mondiale. Comment la revue était-elle accueillie dans la société ? La publication a connu un grand succès auprès du public éclairé et a fait connaître les idées de développement moral personnel et de service public parmi l'élite russe, contribuant à la formation de vues et de valeurs progressistes. Cependant, après la révolte des décembristes en 1825, le gouvernement de Nicolas Ier a de nouveau réprimé les loges maçonniques, y voyant une menace pour son pouvoir. Que s'est-il passé après la révolte ? Au cours des décennies suivantes, la franc-maçonnerie en Russie a existé exclusivement dans la clandestinité, a considérablement perdu de son influence et a pratiquement cessé toute activité ouverte, subissant persécutions et restrictions. Une brève renaissance de la franc-maçonnerie s'est produite au début du XXe siècle, lorsque, après la révolution de 1905 en Russie, divers mouvements sociaux et intellectuels ont repris de l'activité, offrant de nouvelles opportunités aux francs-maçons. Que s'est-il passé au début du XXe siècle ? Les loges ont réapparu à Saint-Pétersbourg, à Moscou et dans les grandes villes de l'Empire russe, mais leurs activités n'étaient pas aussi visibles et influentes qu'au XVIIIe et XIXe siècle, se limitant à un cercle restreint d'intellectuels et de personnalités publiques. Après la révolution d'octobre de 1917, le nouveau gouvernement soviétique a immédiatement déclaré illégales les organisations maçonniques. Premièrement, la franc-maçonnerie a conservé sa vocation traditionnelle. Elle reste une communauté où les gens peuvent discuter de questions morales, philosophiques et intellectuelles dans une atmosphère de respect mutuel et d'égalité, élargissant ainsi leurs horizons et échangeant des connaissances. Les francs-maçons modernes se réunissent régulièrement pour des réunions, mènent des rituels et des discussions, étudient des œuvres philosophiques et des documents historiques afin de mieux comprendre le monde et eux-mêmes. En quoi les discussions modernes diffèrent-elles des précédentes ? Mais aujourd'hui, leurs discussions n'ont plus le caractère secret qui a engendré tant de mythes dans le passé, car les francs-maçons sont devenus plus ouverts et transparents dans leurs activités. Cependant, la principale orientation des francs-maçons du XXIe siècle est la charité et le travail social, l'aide aux personnes dans le besoin et le soutien aux initiatives publiques. Comment les francs-maçons s'engagent-ils dans la charité ? Par exemple, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les francs-maçons allouent chaque année des dizaines de millions de dollars à la recherche médicale, à l'aide aux hôpitaux pour enfants, au soutien des programmes éducatifs et des universités, ainsi qu'à des projets sociaux dans le monde entier, apportant une aide importante à ceux qui en ont besoin. Ainsi, les organisations maçonniques financent des hôpitaux, aident les enfants atteints de maladies graves, organisent des cliniques gratuites et des programmes d'aide aux pauvres et aux personnes âgées, améliorant ainsi leur qualité de vie. Quel est le niveau de développement de l'aide médicale fournie par les francs-maçons ? Dans certains pays, comme les États-Unis, les hôpitaux et les centres médicaux maçonniques sont considérés comme parmi les meilleurs en termes de niveau de service et de soins médicaux, offrant une assistance médicale hautement qualifiée à tous ceux qui en ont besoin. Un autre axe important des activités des francs-maçons modernes est le soutien à l'éducation et à la culture, contribuant au développement intellectuel et spirituel de la société. Comment les francs-maçons soutiennent-ils l'éducation ? Les loges parrainent souvent des établissements d'enseignement, accordent des bourses à des étudiants talentueux, financent des programmes de préservation du patrimoine historique et de restauration des monuments architecturaux, soutenant ainsi la culture et l'éducation. Par exemple, au Royaume-Uni, les francs-maçons font régulièrement des dons importants pour la restauration de bâtiments historiques, non seulement ceux liés à la fraternité,
mais aussi ceux qui ont une valeur culturelle et nationale, préservant ainsi le patrimoine historique pour les générations futures. Et comment les francs-maçons considèrent-ils la politique? En ce qui concerne l'influence politique, les francs-maçons modernes sont très différents de leurs prédécesseurs des XVIIIe et XIXe siècles, ne recherchant pas le pouvoir politique et ne s'immisçant pas dans les processus politiques. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie souligne fondamentalement son apolitisme, ne soutenant aucun parti ou mouvement politique. Pourquoi les francs-maçons sont-ils apolitiques? Les loges interdisent de discuter ouvertement de questions politiques et religieuses lors des réunions afin d'éviter les divisions et les conflits au sein de la fraternité, préservant ainsi l'unité et l'harmonie. Cette règle est respectée presque partout et strictement contrôlée par la direction des organisations maçonniques, empêchant les discussions politiques. C'est pourquoi l'influence réelle des francs-maçons sur la politique et la prise de décision est aujourd'hui minime et nettement inférieure au niveau qu'ils avaient dans le passé, ne prétendant pas au pouvoir politique. Comment la franc-maçonnerie est-elle perçue dans le monde moderne? Malgré l'ouverture et la transparence des loges modernes, la franc-maçonnerie continue de susciter de nombreux mythes et de la méfiance chez certaines personnes, habituées à y voir des motivations cachées et des objectifs secrets, alimentant les théories du complot. En réalité, la franc-maçonnerie du XXIe siècle est une organisation sociale à vocation philosophique, axée avant tout sur le développement moral personnel, l'entraide et la charité, contribuant ainsi au développement de la société. Comment les francs-maçons se présentent-ils au monde? Les francs-maçons modernes parlent ouvertement de leurs objectifs, publient des informations sur les membres et les événements et s'efforcent de maintenir une image publique positive, dissipant ainsi des mythes et des spéculations séculaires en s'efforçant d'être transparents et ouverts. La franc-maçonnerie est depuis longtemps non seulement un sujet d'étude pour les historiens, mais aussi une image marquante de la culture populaire, attirant l'attention des écrivains et des réalisateurs. Comment la franc-maçonnerie est-elle représentée dans la culture? Dans le cinéma, la littérature et même les jeux vidéo modernes, elle est régulièrement utilisée comme thème central ou élément important de l'intrigue, créant des histoires mystérieuses et captivantes. La raison en est simple. Le mystère des francs-maçons, leurs rituels secrets, leur symbolique inhabituelle et leur histoire séculaire attirent facilement l'attention et stimulent l'imagination du grand public, inspirant la création d'œuvres d'art. Que peut-on dire du livre Da Vinci Code? L'exemple le plus célèbre de cette influence culturelle est peut-être le livre de l'écrivain américain Dan Brown, Da Vinci Code, qui est devenu un best-seller mondial et a suscité un énorme intérêt pour les sociétés secrètes. Bien que le roman raconte formellement les secrets de l'Église catholique et des sociétés liées à d'anciens mystères, il a considérablement stimulé l'intérêt pour les francs-maçons, faisant des sociétés secrètes l'un des thèmes les plus populaires du début du XXIe siècle. Comment les autres livres de Brown sont-ils liés aux francs-maçons? Les œuvres ultérieures de Brown, en particulier Le symbole perdu, sont directement liées aux francs-maçons et à leurs légendes, racontant les secrets conservés dans les loges maçonniques. Dans ces livres, la fraternité est présentée comme la gardienne d'anciens secrets et connaissances, exerçant une influence significative sur les événements mondiaux, créant une intrigue captivante. Malgré les exagérations artistiques et les fantasmes de l'auteur, de telles œuvres ont eu une influence notable sur la perception de la franc-maçonnerie, en faisant un sujet de discussion et d'intérêt public dans le monde entier. Et qu'en est-il du film Benjamin Gates et le trésor des Templiers? Un autre exemple frappant est le célèbre film Benjamin Gates et le trésor des Templiers, avec Nicolas Cage, où l'intrigue repose sur la recherche de connaissances et de valeurs secrètes, gardées pendant des siècles par les francs-maçons, créant une atmosphère d'aventure et de mystère.
Le film n'est pas seulement un blockbuster d'aventure passionnant, mais aussi une œuvre dans laquelle les francs-maçons sont dépeints comme les détenteurs d'un important patrimoine historique et culturel, contribuant à la préservation des valeurs. Quel rôle ce film a-t-il joué? Bien que le film lui-même ne prétende pas à l'exactitude historique, il a joué un rôle important dans la vulgarisation de l'image de la franc-maçonnerie auprès d'un large public, la rendant plus compréhensible et attrayante. Dans la littérature, outre les livres de Dan Brown, il existe des dizaines de romans où la franc-maçonnerie joue un rôle clé, inspirant les écrivains à créer des histoires captivantes. Que peut-on dire du roman Le Pendule de Foucault? Un exemple frappant est le livre de l'écrivain italien Umberto Eco, Le Pendule de Foucault, devenu l'un des romans intellectuels les plus célèbres du XXe siècle. Dans ce roman profond et intellectuel, les sociétés maçonniques et occultes sont un élément central d'un récit complexe, révélant la nature de la croyance humaine au complot et au mysticisme, explorant les frontières de la raison et de l'imagination. Eco utilise la franc-maçonnerie non pas tant pour décrire des faits historiques réels, mais plutôt pour réfléchir aux phénomènes de la foi et à son influence sur la société, montrant avec quelle facilité les gens succombent aux mystifications et croient au complot, en particulier en période de crise et d'incertitude. Les jeux vidéo utilisent également activement l'image des francs-maçons, créant des intrigues passionnantes et captivantes. Comment la franc-maçonnerie est-elle représentée dans les jeux vidéo? La célèbre série de jeux Assassin's Creed aborde directement le thème des sociétés secrètes, des Illuminati et des francs-maçons, les dépeignant comme des participants à un conflit séculaire entre le bien et le mal, influençant le cours de l'histoire et le destin de l'humanité. Les jeux de cette série sont très populaires, et leurs intrigues, basées sur une histoire alternative et des théories du complot, ont considérablement influencé la formation de l'image des francs-maçons dans la conscience de masse, en particulier chez les jeunes, les familiarisant avec la symbolique et les idées maçonniques. Comment les jeux vidéo ont-ils influencé l'intérêt pour la franc-maçonnerie? D'un autre côté, une telle popularité attire l'attention du public sur l'histoire de la franc-maçonnerie, incitant de nombreuses personnes à étudier ce sujet plus en profondeur et à séparer la fiction des faits réels, formant ainsi une opinion plus objective de la fraternité. Quel est le rôle de la franc-maçonnerie dans la culture? Ainsi, la franc-maçonnerie est aujourd'hui solidement ancrée dans la culture populaire, en tant que symbole de mystère, de connaissances anciennes et de rituels énigmatiques, inspirant les artistes et les écrivains à créer des œuvres d'art. Les œuvres liées aux francs-maçons suscitent un grand intérêt, stimulent les discussions et les débats, et incitent le public à réfléchir aux questions d'histoire, de morale et de spiritualité, contribuant ainsi au développement de l'esprit critique et à l'élargissement des horizons. Que signifie la franc-maçonnerie pour le monde aujourd'hui? Mais l'essentiel réside peut-être dans le fait que, grâce à cette influence sur la culture de masse, la franc-maçonnerie reste aujourd'hui une partie vivante de l'histoire de l'humanité, continuant d'attirer l'attention et d'inspirer les individus à se perfectionner et à servir la société. Ainsi s'achève notre voyage dans le monde mystérieux et fascinant de la franc-maçonnerie, vous ouvrant de nouvelles connaissances et perspectives. Nous avons exploré son histoire, ses mythes, son influence sur la politique et la culture, et j'espère avoir pu démêler la réalité des spéculations en vous présentant une image objective de la franc-maçonnerie.